quelle place dans les projets Deep Tech? Alors, j'ai 5 intervenants. François-René Le Tourneur, Christian Duriez, ou Duriez, je ne sais pas, Axel Delbecq, Philippe Saudemont, que vous avez vu tout à l'heure, et Sylvain Carpe. Je vous invite à prendre un micro, n'oubliez pas le micro, et à me rejoindre sur scène, où je vous laisserai la parole pour une durée de 30 minutes avant d'arriver vers la conclusion de cette demi-journée, de cette journée du Deep Tech Tour, qui passe décidément très vite. Merci à vous, voilà. Et rebonjour. Rebonjour. Et voilà, la parole est à vous. À tout à l'heure. Tout le monde est là. Merci. Donc rebonjour. On a la difficile tâche d'animer la dernière table ronde de la journée. Alors effectivement sur un sujet qui peut paraître très technique, la propriété intellectuelle, mais qu'on va essayer de vous présenté de manière pas du tout technique. Et c'est effectivement un sujet à ne pas négliger parce qu'on va le voir. Quand on parle de... pendant toute la journée, on a parlé de société Deep Tech. Donc Deep Tech, ça veut dire issu des laboratoires de recherche, technologie de rupture, besoin de financement, accès au marché assez lointain et verrou technologique et également protection. Et donc le sujet de ce verrou et de la protection est naturellement présent dans tous les projets qui sortent des laboratoires et parfois il est négligé ou il est traité trop tard et on se retrouve dans des situations difficiles à gérer. Donc c'est ce qu'on va évoquer un petit peu ici dans cette table ronde. Et donc on va commencer avec Axel Delbecq qui est responsable propriété intellectuelle de la SAT. On a déjà eu ce matin Églantine qui nous a présenté la SAT et on a beaucoup parlé de la SAT sur ses missions de maturation et d'accompagnement des projets. Ici on va plutôt voir l'aspect Axel propriété intellectuelle, propriété industrielle, le cœur de métier de la SAT, est-ce que c'est ça? Oui. Donc bonjour. Oui, le cœur de métier de la SAT est avant tout de détecter les innovations dans les laboratoires et de les transférer au monde industriel. Et c'est vrai que l'outil principal pour les transférer au monde industriel, c'est un actif de propriété intellectuelle. Donc c'est vraiment un élément très important à ne pas négliger. Donc la SAT a d'autres outils effectivement pour amener des innovations au monde industriel qui est la maturation. Donc Églantine elle l'a bien évoqué tout à l'heure. Et il y a toute la partie de sécurisation de la propriété intellectuelle. On va parler du brevet notamment, on en a parlé depuis ce matin. On va parler aussi éventuellement du logiciel. Il y a des possibilités de transfert, il y a du savoir-faire aussi. Donc vraiment, c'est un des piliers du métier de la SAT Nord. Et d'ailleurs, ça va être un des premiers éléments qui va être regardé lorsqu'on a un projet qui arrive à la SAT. On va regarder est-ce qu'on peut arriver à générer un actif de propriété intellectuelle, est-ce qu'on peut arriver à générer quelque chose de suffisamment solide qui soit transférable au monde industriel et aux startups. Et du coup, donc on va parler, là on va beaucoup parler de brevets, on Oui. parle avec Christian tout à l'heure, on parlera beaucoup de logiciels. Je pense qu'on parlera aussi de brevets beaucoup avec Philippe et puis avec François René, on prendra un peu de recul sur l'ensemble de tout ce qui est brevet logiciel et propriété intellectuelle. Au final, je suis chercheur dans un labo. Enfin, quels sont concrètement les process de dépôt de brevet, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir quelques idées du process, des délais, des choses à quoi il faut faire attention? Parce que je pense que ce sont ça les choses. Oui. Alors, la première étape, ça va être la déclaration d'invention. C'est vraiment le point de départ. Donc, vous êtes un chercheur, vous avez une invention, vous remplissez une déclaration d'invention. Il y a un modèle sur le site internet de la SAT Nord, donc il faut aller le récupérer. Et à partir du moment où la déclaration d'invention elle est remplie, ce qu'on va faire, la SAT va mandater un ingénieur brevet en interne. Donc nous, on est 2 ingénieurs brevets à la SAT. Et on va analyser cette déclaration d'invention et on va identifier si est-ce que l'invention est brevetable, est-ce qu'elle n'est pas brevetable, est-ce qu'elle est brevetable en l'état ou est-ce qu'il y a besoin de maturer un petit peu l'invention pour consolider les éléments et pouvoir déposer un brevet solide. Donc voilà, ça c'est la première étape. En fonction de l'analyse de brevetabilité, on a plusieurs résultats. Soit c'est pas brevetable et il faut absolument un brevet parce qu'il y a des domaines dans lesquels on ne pourra pas valoriser son brevet, notamment le domaine de la santé où là ça va être vraiment compliqué. On verra justement. Voilà. Donc s'il n'y a pas de brevet et qu'on ne peut vraiment rien faire, nous on va s'arrêter là. Soit il n'y a pas de brevet, mais par contre il y a un logiciel qui a vraiment de la valeur, il y a un savoir-faire qui a vraiment de la valeur. C'est pas un stop au projet, on va réorienter au sein de la SAT, on fera un autre type de projet. Soit c'est brevetable et dans ce cas-là on va regarder est-ce que c'est pertinent de déposer un brevet tout de suite, est-ce qu'il faut attendre parce que le marché n'est pas assez mûr, parce que la technologie n'est pas assez mûre, il manque des éléments caractérisants. Voilà, donc une fois qu'on a le feu vert au dépôt du brevet,
dans ce cas-là, on lance la rédaction. Donc nous, on rédige pas en interne, on mandate un cabinet. Il y a une réunion qui va être préparée avec les chercheurs pour bien décrire l'invention. Et ensuite, plusieurs allers-retours sur le texte. Et il faut, en moyenne, nous, on estime qu'il faut 4 mois quand on va normalement entre le lancement de la rédaction et le dépôt du brevet. Il faut savoir que s'il y a des contraintes de publication ou ce genre de choses, on peut très bien accélérer le processus. Voilà, on s'adapte à toutes les situations. Voilà, j'allais y venir parce que je pense que le cas aïe aïe aïe, j'ai déposé. Enfin, je rappelle que la publication, c'est pas la soumission qui est importante, c'est la conférence et quand c'est rendu public. Il y a des cas qui vous sont arrivés. Moi, je me retourne vers Christian. Je pense qu'il y a eu des cas de dépôt dans une autre vie ultra rapide. Est-ce que le chercheur qui vient, j'ai un congrès dans 4 jours, je dois breveter, c'est faisable, pas faisable? Alors, ça sera faisable si la technologie, il y a de la matière à déposer un brevet. S'il n'y a pas de matière à déposer le brevet, on ne va pas jeter de l'argent par la fenêtre non plus, parce que ça a un certain coût. Mais oui, on peut le faire. Mais sinon, confortable, quelques mois? 4 mois, c'est une bonne moyenne, je trouve. Et je rappelle que quand on dit non brevetable, il y a plein de raisons. Ça peut être pas de caractère d'inventivité, ça peut être on a déjà divulgué l'information, la technologie, ça peut être ça a déjà été breveté ou ça existe, c'est domaine public, etc. Il y a plein de causes. C'est ça que vous regardez dans toute la phase d'étude. On va regarder est-ce que ça répond bien aux critères de brevetabilité. Donc, est-ce qu'elle est nouvelle? Donc, est-ce que ça a déjà été décrit dans l'état de l'art, soit dans les brevets, effectivement, soit dans les publications? Est-ce que ça représente le caractère d'activité inventive, qui est le mot un petit peu... C'est un peu le gros mot de l'API, l'activité inventive. On a un petit peu du mal à le faire comprendre, mais voilà, on regarde déjà ces 2 critères. Et l'autre critère qui est souvent négligé, c'est la suffisance de description. Est-ce que mon invention elle est suffisamment mature? Et est-ce qu'on va mettre dans la demande de brevet, est-ce que ça va être l'élément qui va être commercialisé à la fin? Et est-ce que mon brevet va vraiment servir à protéger ce que je vais commercialiser? D'accord. Et maintenant, dernière chose, souvent on entend dans les laboratoires, et ça peut être ce que les gens pensent, alors c'est... je dois choisir entre publication et brevet. Si je veux choisir une voie où je vais déposer un brevet, je ne pourrai plus publier. Si je dois faire un brevet pendant ma thèse, je vais devoir faire une thèse confidentielle, etc. Qu'est-ce qui est de la réalité là-dedans et qu'est-ce qui est du mythe C'est un petit peu plus nuancé. Tout est une question de timing. La seule règle qu'il faut retenir, c'est pas de publication avant le dépôt du brevet. Donc, si vous voulez déposer un brevet, bien du dépôt, pas de la délivrance. Le dépôt du brevet, c'est super important de préciser. Important. Le dépôt, le moment où on dépose le brevet et où toute la procédure est lancée derrière. Donc, pas de publication avant le dépôt. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si vraiment il y a des grosses contraintes de publication et que le chercheur décide de dire moi, je veux vraiment publier, tant pis, j'attends pas le dépôt. Dans ce cas-là, il est conscient qu'il ne pourra pas déposer de brevet derrière, mais voilà. Au moins, c'est un choix éclairé. Voilà, c'est ça. La règle importante, il n'y a qu'une chose à retenir aujourd'hui, c'est pas de publication avant le dépôt du brevet. Et ensuite, une fois que le brevet est déposé, jusqu'à sa publication, on essaye de publier le moins possible si les chercheurs n'ont pas de contraintes. S'ils ont des contraintes, bien sûr, ils peuvent publier. Et du coup, quel délai entre le dépôt et la publication? 18 mois. Voilà, c'est un petit moment confidentiel qui reste confortable et qui nous permet de réajuster la stratégie pays s'il y a besoin. Donc voilà, donc on demande pendant ces 18 mois, si possible, de ne pas publier. Si ce n'est pas possible, bien sûr, on ne bloque pas. Et une fois que le brevet est publié, donc 18 mois après son dépôt, là, il n'y a plus aucune contrainte de publication. D'accord. Et concernant les soutenances de thèse? Alors, pareil, si le brevet n'est pas déposé avant la soutenance de thèse, elle sera à huis clos. Si le brevet est déposé avant, il n'y a pas de souci pour la faire en non confidentiel. D'accord. Une dernière petite question par curiosité, ou peut-être ça peut intéresser les gens, juste pour savoir le coût de dépôt. Alors, c'est jamais les chercheurs ni le labo. Le coût de dépôt d'un brevet, de la phase initiale, et ça peut aller jusqu'à Mais alors, en gros, qu'on ait une petite idée des chiffres. En fait, ça va être des procédures en phase exponentielle. Donc, au moment du dépôt, ça coûte relativement pas trop cher, on va dire. Ça coûte 5 000 €. Là, entre la rédaction, le mandat du cabinet, les taxes de dépôt. Donc, ça, c'est au moment du dépôt. 12 mois après, on a ce qu'on appelle la phase internationale. Donc là, on appelle ça étendre le brevet en PCT, pour être très précis. On a dit qu'on n'était pas Donc, la phase internationale, là, ça recoute environ 5 000 € et on aura déjà une idée si le brevet est défendable ou pas. Et ensuite, au bout de 30 mois, on a ce qu'on appelle la phase nationale. Et là, ça peut commencer à coûter très cher. Donc là, on décide dans quel pays on veut aller étendre la demande de brevet, dans quel pays on souhaite obtenir la protection. Et donc là, au moment du dépôt, c'est au minimum 25 000 €. Et après, les procédures s'enclenchent si on arrive rapidement à 50 000, 60 000 €. OK, mais là, en général, ici, finalement, pour les startups, on est déjà dans la phase où la startup a été créée, bien souvent. Oui.
La phase qui coûte le plus cher, c'est cette phase nationale. Alors, les startups issues de la chatte, elles récupèrent la plupart du temps le brevet à cette phase-là ou juste après. Merci beaucoup, Axel. Je pense que c'était très clair. Philippe, du coup, tu nous as déjà présenté ce matin, pour ceux qui étaient là, le projet Celeos, qui est énormément basé sur la propriété intellectuelle. Il y a plusieurs brevets, un brevet déposé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de l'origine du brevet initial, qui est purement laboratoire, et quand est-ce que toi, tu es rentré dans la boucle, et comment tu envisages la suite de l'histoire et la suite de la gestion de la propriété intellectuelle pour la startup qui, je rappelle, n'est pas encore créée, qui est toujours en phase de projet? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un projet sur lequel il y a un actif qui est le brevet Princeps de la technologie, qui, lui, a été déjà étendu à l'international et qui est délivré et publié depuis un certain temps. Donc, on a aussi 2 autres brevets sur lesquels il y a un projet de rédaction qui est en cours. Quand tu dis on, c'est... Donc, c'est le laboratoire, la SAT et effectivement le cabinet brevet qui s'occupe de la rédaction. Donc le processus se fait effectivement conjointement. Donc on a ces 2 actifs-là qui vont être, enfin sur lesquels on va également aussi travailler. Moi, dans le cadre de mon projet, on a eu ces questions effectivement de publication, de communication, parce que j'ai fait ma thèse effectivement sur le projet où il y a eu de la propriété une thèse civre en plus, une thèse civre, c'est-à-dire qui peut induire aussi des demandes de la part de l'entreprise qui est... Et donc dans ce cas-là, il y avait plusieurs choses à prendre en compte. Effectivement, il y avait le fait de ne pas publier pour pas antérioriser le brevet, et donc pour ça, nous, on a choisi dans le cadre de ma thèse de ne pas discuter directement de la partie brevetable. On a laissé sous silence cette partie-là. De la même manière, l'article qui sera rédigé et qui pourra être publié avant la publication de ce brevet ne traitera pas de cette partie. Donc dans ces cas-là, ça permet de quand même publier sans être gêné par cet aspect-là. Et pour les autres thésards qui seraient dans cette situation où la publication est impossible, il faut savoir que dans le cas de mon laboratoire, ça s'est présenté. Notre école doctorale a pris en compte le brevet comme étant une publication. Et donc ça a permis quand même à l'étudiante de soutenir sa thèse en prenant ce brevet comme une publication. Donc ça n'a pas non plus été un frein. Dans notre cas, effectivement, la stratégie pays est assez importante puisque on vise aussi de travailler directement à l'international. Donc c'est important d'avoir des endroits, des pays où notre projet est protégé, où notre produit sera protégé. Et donc, effectivement, la stratégie PCT a été très importante dans le cadre de ce projet, de viser les bonnes zones géographiques aussi. Et est-ce que, donc là, on est en phase de avant la création d'entreprise, donc avec déjà une stratégie brevet qui semble assez claire. Est-ce que tu imagines quelle pourrait être la stratégie brevet une fois l'entreprise créée ? Alors déjà, là, pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, effectivement, l'entreprise est en cours de création, sera créée dans l'année. Donc, pour passer cette étape-là, il y a aussi une étape de négociation de la licence avec le propriétaire du brevet, donc ici avec la personne qui gère le brevet, donc ici la SATNOR. Et ça permet justement, pour les scientifiques qui veulent prendre part à l'entreprise, de passer en comité d'éthique et donc de passer dans l'entreprise. Nous, dans le cadre de notre stratégie brevet, la stratégie pays, c'est plus large que juste breveter, c'est aussi protéger les marques, protéger des bases de données. Donc il n'y a pas uniquement le transfert de brevets qui a à prendre en compte dans ces aspects-là, c'est bien plus large que juste du transfert de brevets. Et est-ce qu'il y aura une stratégie potentielle de dépôt de plusieurs brevets, de familles de brevets, ou est-ce que ça va se limiter Est-ce que tu as déjà une vision vers quoi l'entreprise devra aller nécessairement? Alors, l'idée là, c'était effectivement d'avoir d'autres brevets pour protéger le premier, pour avoir une famille de brevets, une grappe de brevets. Donc ça, c'est un aspect important. On continuera probablement dans cette direction puisqu'on va développer d'autres briques technologiques qui seront elles aussi brevetables, probablement. Et ensuite, la stratégie pays n'est pas que protéger des développements qui sont faits en interne, mais ça peut aussi être des stratégies d'acquisition de droits sur d'autres
licences, qui seraient des éléments développés par d'autres acteurs et qui permettent aussi d'augmenter notre marge de manœuvre. Et donc, une autre question. On a vu ce matin, hein, tu as été lauréat du concours iPhD. Je pense que tu as déposé aussi un dossier au concours iLab. Je pense que je ne sais pas si les résultats sont déjà publiés ou pas, mais en tout cas, tu as pu avancer, avoir des entretiens, etc. Peut-être déjà des discussions avec des investisseurs. Comment tu toi, en tant que porteur sur un projet Deep Tech, comment tu ressens la vision de la propriété intellectuelle pour l'ensemble de ces gens? Est-ce que c'est important, pas important, accessoire, maîtrisé, pas maîtrisé? Ils font confiance parce que c'est un projet. Souvent, on dit ça sort du labo, donc c'est forcément, enfin, ça sort d'un laboratoire, donc tout doit être clean. Quel est ton ressenti là-dessus? Puis après, pour terminer, on aura justement l'avis de Finovam là-dessus. Je pense que c'est quand même un aspect très important parce que ça permet dans un premier temps de sécuriser des développements, de sécuriser des actifs qui entreront dans l'entreprise et qui participeront aussi à sa valorisation. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est scruté. Il y a le fait que le brevet existe et soit délivré, mais il y a aussi la recherche dans le brevet. Enfin, quand le brevet est étendu, on a un rapport de recherche international. Il y a aussi ce genre d'aspect qui est vérifié pour voir la solidité du brevet, sa liberté d'exploitation. Donc en fait, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu ici et qui justement montrent que le projet bénéficie d'actifs qui soient solides. Et donc ça, c'est effectivement scruté. Et en discutant, on parlait aussi, il y aura une composante potentiellement logicielle assez importante, hein, parce que la technologie, il y a une partie hardware, si je puis dire, il y a une forte partie logicielle, intelligence artificielle, etc. Comment, là, c'est une stratégie à part, c'est des choses purement du développement interne, Alors sur ces aspects-là, donc le droit de la protection intellectuelle sur les logiciels est à part par rapport au brevet ou les parties technologiques. Ici, notre stratégie, ce sera effectivement plutôt d'aller protéger des bases de données qu'on pourrait générer et peut-être sûrement de garder en secret la partie vraiment logicielle et algorithmique. Axel, pour rebondir là-dessus, c'est aussi quelque chose que vous faites à la SAT. Hein. Enfin, il n'y a pas que le brevet. Oui. Si je veux schématiser, il n'y a pas que le brevet dans la vie. Non, il n'y a pas que le brevet dans la vie. C'est important. Il n'y a pas que ça, effectivement. Les stratégies de valorisation via du savoir-faire et donc du secret, on en a quelques projets à la SAT et le logiciel aussi également. Mais la contrainte du savoir-faire, c'est qu'il ne faut jamais publier. Donc, c'est vraiment des stratégies de valorisation qui doivent être en accord avec les chercheurs. Ce n'est pas des choses qu'on peut imposer, même si ça nous semble des fois être la voie la plus pertinente. Oui, le savoir-faire, je pense, des fois, c'est un peu théorique. Quand on essaye de mettre en pratique, c'est excessivement compliqué. Je vais me tourner vers Christian, parce que la transition était habile. Hein. Donc, logiciel, donc Christian, qui est donc, directeur de recherche au centre INRIA à l'INRIA, donc responsable de l'équipe de recherche DEFROST du centre INRIA de l'Université de Lille. Et donc le cœur de Christian, tu peux nous présenter juste rapidement le cœur de l'équipe, hein, qui est de la robotique déformable, donc des choses on peut se dire mais qu'est-ce que le logiciel va faire là-dedans? Mais en fait le cœur de la technologie reporte sur un logiciel open source INRIA qui existe depuis une bonne quinzaine d'années, je pense. Et donc open source. Donc là on va parler de logiciels d'open source. On pourrait se dire mais donc c'est de l'open source, donc il n'y a aucune valorisation possible. Pas du tout. Et tu vas nous expliquer notamment la création de start-up. J'ai tout expliqué. Hein. Tu as fait un bon résumé. Vous m'entendez ou pas? Ouais, ok. Du coup, effectivement, on a créé. Donc, l'équipe que je dirige fait des robots souples, mais s'intéresse particulièrement à les simuler, à les modéliser et à les contrôler. Et donc, effectivement, c'est la partie un peu logicielle. En fait, en robotique, il y a quand même toute une partie développement logiciel qui est très importante. Et du coup, on s'appuie sur une plateforme qu'on a créée en amont. Parce qu'avant de m'intéresser aux robots souples, je m'intéressais à la simulation chirurgicale. L'idée, c'était de donner dans les mains du chirurgien des jeux vidéo pour qu'ils apprennent, je fais très rapide, hein, des jeux vidéo pour qu'ils apprennent à faire la chirurgie plutôt sur des simulateurs plutôt que sur des patients, qu'ils apprennent ou sur des cadavres ou sur des animaux. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire c'est un peu de la réalité virtuelle. Et donc, on a créé cette plateforme open source SOFA. Et la stratégie, donc open source, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de différentes licences et que le diable est un peu dans les détails. C'est-à-dire que, en fait, suivant les licences que vous allez choisir en open source, vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes
qui vont être imposées. Donc il y a des licences qui sont très très permissives. Par exemple, la licence BSD. On a dit qu'on ne rentrait pas dans le technique. Ah, on ne rentre pas dans le technique. Donc vous avez des licences qui sont très permissives. Et nous, on avait fait le choix d'une licence qui est un peu à cheval, qui s'appelle la licence LGPL. Je vais quand même rentrer dans les détails parce que c'est quand même important. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est une licence où vous pouvez... Votre code est open, d'accord ? Mais au-dessus de ce code-là, vous pouvez construire des modules qui sont propriétaires. C'est-à-dire que vous avez un choix de ce que vous voulez garder secret, de ce que vous publiez à toute la communauté. Alors, l'avantage de l'open source, c'est quand même un point très important, c'est que vous ouvrez votre logiciel à toute une communauté. Et en fait, c'était la force de SOFA, c'est que grâce à ça, on a toute une communauté d'utilisateurs. Qu'aujourd'hui, SOFA est utilisé dans pas mal de pays. Et de contributeurs. Et de contributeurs aussi. Et c'est comme ça aussi que vous faites connaître et vous diffusez vos travaux de recherche, ce qui est aussi vachement important. Et ça permet aussi, dans les différents labos, moi je parle vraiment d'un côté, je mets ma casquette chercheur, ça fait partie de l'open science, où du coup, quand on va publier des résultats de recherche, on peut mettre le code ouvert pour que les gens puissent refaire la même chose que ce qu'on a montré et valider les résultats. Donc ça, c'est un aspect important. Mais au-dessus de ça, rien n'empêche, avec certaines licences, de faire des codes qui s'appuient sur la plateforme, mais qui sont propriétaires. Et donc, voilà, du coup, l'histoire a montré que ça pouvait avoir un fort intérêt. Parce que du coup, en diffusant ces logiciels, on s'est fait connaître. Et voilà, je vais peut-être raconter juste l'histoire de la création d'entreprise. Du coup, oui, parce que ce que je disais, c'est qu'autour, donc ce Ouais. logiciel s'appelle SOFA, et finalement, autour de SOFA, il y a eu, qui est un logiciel open source, il y a eu plusieurs entreprises, plusieurs startups qui ont été créées et qui se développent super bien. Et donc, Christian, tu es cofondateur d'une des entreprises qui s'appelle Insimo. Et tu peux nous raconter un peu la... Donc, la genèse d'Insimo, l'idée, c'est de justement valoriser ces travaux qui avaient été faits sur les simulateurs chirurgicaux. Du coup, l'idée, c'était qu'on avait fait un travail en ophtalmologie, notamment. Au départ de l'entreprise, on avait fait un travail en ophtalmologie que, pour le coup, là, on avait gardé en privé. Donc, au départ, et en fait, il se trouve que donc par la relation de SOFA dans son environnement, etc., on a été mis en contact avec une fondation américaine qui, en fait, voulait développer un simulateur pour leur projet en ophtalmologie. Et du coup, on a créé l'entreprise et on a du coup transféré les actifs qui étaient des actifs du coup logiciels. Et puis l'entreprise a aussi profité, et pas partie de zéro, est partie d'une plateforme qui existait avec un certain nombre d'utilisateurs et a pu continuer ses développements sur la plateforme. Donc, il faut savoir que pour une entreprise qui se crée, ça veut dire qu'au lieu de devoir elle-même investir dans le développement logiciel, dans le maintien de la plateforme, etc., c'est aussi des coûts, le coût d'accès est beaucoup moins important parce que du coup, il profite d'une plateforme qui a déjà été créée. Et donc, il y a quand même eu des cessions de droits sur les aspects plutôt privés, quoi. Et en fait, il s'est trouvé que ce gros projet avec la fondation américaine, qui s'appelle Help Me See, si vous avez l'occasion d'aller voir, ça s'écrit. Donc, aidez-moi à voir, Help Me See en anglais. Allez voir le projet, c'est un super projet. Et donc aujourd'hui, il y a des simulateurs d'Insimo qui sont vendus un peu partout dans le monde. Et donc Insimo, c'est combien de personnes actuellement? Donc toi, tu es conseil scientifique. Moi, je suis au conseil scientifique de l'entreprise. C'est une vingtaine de personnes. Voilà, donc une entreprise qui du coup a commencé vraiment à travailler sur ce projet d'ophtalmo, puis maintenant diversifie ses produits, essayer de faire des simulateurs aussi sur tablette, des choses plus accessibles au plus grand nombre, et développe d'autres simulateurs. Ouais. Et juste d'autres exemples d'entreprises basées sur SOFA, donc toujours sur le logiciel open source, avec création de valeur via de la création de start-up. Voilà, donc il y a une autre entreprise qui a été, en fait, donc le logiciel SOFA avait été créé par plusieurs équipes INRIA. Et donc, il y a une autre équipe INRIA qui a créé une autre start-up qui s'appelle Anatoscope. Donc, leur but, là, c'est de dire, en fait, c'est toujours sur le médical, mais si vous voulez, c'est que les modèles biomécaniques, en général, sont faits sur le patient moyen et ne sont pas adaptés à la physionomie du patient précis. Donc, eux, ce qu'ils sont capables de faire, c'est prendre des images d'un patient et de coller des modèles biomécaniques, par exemple du genou, des dents, etc., au modèle du patient. Et donc ça permet de personnaliser éventuellement l'appareillage. Ça permet à ce que des gens qui fabriquent des prothèses puissent tester sur des modèles biomécaniques les différentes tailles, etc. Et donc ils ont trouvé, ils ont laissé pareil, ils ont trouvé, je pense que le coût d'accès, cette création d'entreprise a pu se faire parce que
ils partent encore une fois d'un logiciel qui est déjà créé, qui a déjà une communauté, qui a déjà une façon de travailler. Enfin voilà, donc tout n'est pas à faire en fait. Sur l'open source, il y a des beaux modèles à créer. C'est juste que il faut adapter le modèle au fait que la base du logiciel est libre. Et donc sans licence, enfin avec une licence libre. Sofa, c'est aussi en 2 mots avant de passer la parole à François René, un consortium open source. Alors du coup, en fait, bon, il y a encore d'autres entreprises qui se basent sur Sofa, et donc avec cette communauté à la fois de chercheurs et d'entreprises, depuis quelques années, là, on a créé un consortium qui est chargé de maintenir la plateforme, parce que du coup, ça commence à devenir une base de code importante. Et donc, voilà, du coup, l'idée, c'est que les entreprises financent, prennent un ticket au consortium et participent au financement. Bon, les instituts de recherche aussi, pour l'instant, sont encore majoritaires dans le financement du consortium. Mais en même temps, ça a une certaine logique, puisque Sofa sert à la fois des travaux de recherche et à des travaux faits dans des entreprises. Mais du coup, c'est un modèle qui peut se pérenniser aussi grâce à ça. Merci Christian. François René, on va prendre un peu de recul, je pense. L'idée, c'est Finovam, donc, tu as présenté Finovam, fonds d'investissement qui investit en amorçage dans les sociétés, donc très tôt, depuis longtemps. Quelle est la place, on dit, est-ce que c'est important ou pas la propriété intellectuelle? Tu vois passer beaucoup de projets de deep tech issus des laboratoires. Là, on a parlé de brevets, on a parlé de logiciels. Quelle est la place de la propriété intellectuelle vue d'un investisseur en amorçage, c'est-à-dire assez tôt, et puis au fur et à mesure des séries, voire d'une session industrielle de l'entreprise? Est-ce que c'est un sujet hyper important, anecdotique? Quelle est ta vision? Enfin, la réalité du terrain, si je puis dire. Sylvain, merci beaucoup pour cette introduction. Peut-être pour faire une réponse un peu directe à la question que tu as posée, qui est super importante. La propriété intellectuelle, c'est fondamental. Donc c'est super important. Et je détaillerai un petit peu après mon propos, mais pas que. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul critère qui va permettre de réussir évidemment son entreprise, et je dirai quelques mots à la fin là-dessus. Peut-être pour présenter Finovam Gestion, pour ceux qui ne connaissaient pas, on est acteur du financement, donc société de capital risque, créée en 2015. On a accompagné depuis notre création à peu près une 60aine d'entreprises en financement, et on a actuellement un portefeuille vivant d'à peu près une 40aine d'entreprises, à peu près la moitié dans le domaine du numérique, un gros tiers dans le domaine de la santé, et le reste dans la transition énergétique, la bioéconomie et l'usine du futur. Vous voyez, donc un scope assez large, beaucoup de technologies, je dirais presque la majorité dans les technologies. Alors, pour répondre à ta remarque et à ta question, pourquoi l'API c'est important pour nous? C'est extrêmement important. Alors, je vous donnerai juste un chiffre, un peu sous forme de question. Quelle est la part des brevets déposés dans le monde? D'abord, combien il y en a à peu près qui sont déposés par an? Ça augmente tous les ans. On est dans une course mondiale sur le sujet. C'est un peu plus d'1 million de brevets déposés par an. D'accord, 1,2 million, 1,3 million suivant les années. Quelle est la part de la Chine sur le dépôt de brevets? Sur le 1,2 million, à peu près 450. D'accord, donc ça veut dire que la Chine elle-même, qu'on pensait être, il y a encore quelques années, le pays où on va copier, imiter, finalement le brevet, ça n'existe pas, etc. On va faire ça dans notre coin. Et bien, la Chine dépose plus du tiers, voire 40% des brevets mondiaux. Donc c'est devenu un enjeu absolument essentiel, et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que le brevet, lorsqu'on peut en déposer un pour une entreprise, ça va permettre quoi? Ça va permettre de créer d'entrée de jeu des barrières à l'entrée, c'est-à-dire faire en sorte que l'entreprise, dès l'instant où elle va commencer à développer, commercialiser un produit, en gros, va se créer son propre marché. Et sur ce marché spécifique, elle ne pourra pas être attaquée. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir continuer à se développer sans avoir des problèmes de liberté d'exploitation, sans qu'un concurrent dise « mais toi, tu ne peux pas aller là parce que moi, je sais faire exactement la même chose moins cher », etc. Donc, c'est super important. Pourquoi également? Parce que une start-up va prendre du temps à se développer. On ne parle pas juste d'un projet qui va durer 6 mois, 1 an, etc. C'est un projet qui va durer, suivant les cas, entre 5 et 10 ans. Et pendant toute cette durée-là, évidemment qu'on va vouloir souhaiter protéger l'innovation et faire en sorte que la start-up puisse continuer à se développer. Donc ça, c'est en quelque sorte l'aspect initial. C'est super important et c'est un plus d'arriver avec des brevets. Alors, je sens une question, une objection directement de ton côté. Comment? Mes startups, etc. Non.
ça n'exclut pas, et ça c'est un point important, du tout l'open source, et je pense que tu as apporté la réponse tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'open source, tu peux aussi protéger un certain nombre de choses. Et donc ce qui est important, c'est quelle partie on protège et quelle partie on va chercher, on met en commun, etc. Donc c'est juste une stratégie différente d'aborder le marché. L'open source permettant peut-être dès le départ d'accéder à une communauté plus large, du support, etc. L'API, au sens classique du terme, permettant de protéger et ensuite de se développer sur son marché. Stratégie différente. Voilà. Et pendant la durée de vie d'une entreprise, puisque donc j'ai dit Finovam intervient assez tôt en amorçage, puis les entreprises évoluent, on fait des levées de fonds, série A, série B, etc. Est-ce que le sujet de l'API devient de plus en plus important ou au contraire c'est plutôt le marché qui est important ou... Alors, je vais répondre là aussi en deux temps. Oui, c'est excessivement important. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous réalisez une nouvelle augmentation de capital, les nouveaux entrants vont vouloir vérifier que l'API est solide. D'accord ? Donc ça va faire partie des due diligence, il y aura un cabinet. Systématiquement. Quasiment. Voilà. Alors, en tout cas, s'il y a de l'API, de vérifier qu'elle est solide, qu'elle est défendue sur un marché suffisamment large. Et aussi pourquoi ? Parce que lorsque la société commercialise des produits ou des services, les acheteurs, les sociétés clientes vont elles-mêmes vérifier que l'IP est solide et qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes être attaquées parce qu'elles utilisent quelque chose qui, par ailleurs, pourrait enfreindre des brevets sur le marché. Voilà, donc c'est super important pour les nouveaux entrants, pour les clients, de s'assurer que l'IP est solide. Voilà. Et puis il y a une dernière étape qui est, si on construit une start-up, dans le start-up, il y a cette idée de soit de grossir, soit de faire une entreprise importante, soit le jour venu d'être acheté. Les acheteurs, l'acheteur en général, va également vérifier que la propriété intellectuelle est solide. Donc il y aura des diligences extrêmement poussées au moment de l'achat et forcément la valorisation de l'entreprise pourra s'en ressentir, au contraire augmenter si la propriété intellectuelle est très solide. D'où cette idée, et je me retourne vers Axel, de ce travail très étroit qu'on a avec la SAT pour justement cette construction, cette validation de l'API très en amont qui va permettre de bâtir une propriété intellectuelle solide. Alors, ceci dit, ce n'est qu'une partie de l'histoire, d'accord ? C'est parce qu'on pourrait se dire, j'ai déposé mon brevet, ça y est, c'est parti, tout va bien, etc. On sait tous que la création start-up, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire c'est juste nécessaire d'avoir cette protection de l'IP, mais pas suffisant. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation, notamment au niveau des jeunes doctorants, des entrepreneurs, sur tout ce qui va être nécessaire pour réussir leur projet, notamment la vision, l'ambition du projet, parce que suivant l'ambition que l'équipe initiale, que les dirigeants mettront, ce ne sera pas du tout la même start-up, elle n'aura pas du tout le même profil. Donc c'est travailler, réfléchir, échanger sur ce qu'on peut arriver à faire et ce qu'on a envie de faire, donc la vision et l'ambition du projet. L'équipe, une start-up, ce n'est pas un projet, un chercheur, c'est excessivement important de créer, si on peut, dès le départ, une équipe très complémentaire, qui aime bien travailler ensemble, qui va, dans certains cas, partager les tâches entre la R&D, le développement commercial, l'organisation, la finance, etc. Parce que plus cette équipe est créée dès le début, plus vite on va pouvoir aller vers des développements rapides. Et bien sûr, l'aspect financement, business plan, etc., qui permet, in fine, que la société vole de ses propres ailes le moment venu. Merci. Donc, vous voyez, on est parti de la propriété intellectuelle, on a fini par l'équipe. Important. Je sais pas, je pense qu'on est arrivé à la fin. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Profitez-en, c'est la dernière table ronde, donc c'est quelque chose. Philippe, est-ce que ça te conforte dans la vision pays de la future de Celeos ou... Ça conforte dans le fait que c'est vraiment primordial et c'est important de se faire accompagner aussi par les différents acteurs de l'écosystème et de bien valider ces aspects-là parce que c'est un aspect décisif d'une création d'entreprise. Ouais. Merci. Alors je ne sais pas s'il y a des... Axel, je ne sais pas s'il y a des questions, on n'a pas eu de questions en général, donc ça m'étonne. Alors si sur la propriété intellectuelle on a des questions, ça serait incroyable. Peut-être en ligne, je ne vois pas de message. Donc écoutez, je pense que... une question.
Oh, bonjour, j'avais une question pour Monsieur Le Tourneur. Vous avez indiqué que les acheteurs regardaient l'API quand ils achetaient un produit, et je n'ai pas bien compris dans quelle mesure ou pourquoi. Alors, en fait, ils regardent au moment où ils rachètent l'entreprise, tu vois, ils s'assurent qu'en gros les actifs, parce que c'est une partie des actifs de la boîte, sont solides. Tu vois, et donc ils vont vérifier notamment, il y a pratiquement aujourd'hui une transaction sur 2 qui est faite avec des acheteurs étrangers, hein, des entreprises américaines ou autres. Et elles veulent s'assurer, si tu veux, que le produit ou le service que tu as développé va également pouvoir être utilisé sur son propre marché. Tu vois. Si elles voient qu'il y a que la liberté d'exploitation n'est pas assurée, que le brevet n'a pas été bien déposé, à ce moment-là, elles se disent pourquoi est-ce que je rachèterais, tu vois. Je ne suis pas sûr de pouvoir étendre le marché chez moi. Tu vois. Donc c'est super important, et à ce moment-là, ils vont consacrer beaucoup de temps au moment du processus de rachat sur cette vérification. Effectivement, là, on parlait d'acheteurs de la société en cas de cession de la société, et pas d'acheteurs du produit de la société. Pas forcément du client, tu vois. Ceci dit, tu as rebondi sur un point important, c'est-à-dire sur le fait que c'est également important pour les clients de s'assurer quand ils achètent un produit, si tu veux, que ce produit n'est pas en breach par rapport à des brevets qui par ailleurs circulent sur le marché. Tu vois. Là, on parle plutôt de B2B du coup, je pense, parce que c'est pas forcément le rôle du consommateur, j'imagine, de vérifier que... Ok. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Écoutez, si, encore. Oh. Comme quoi. Comme quoi. Merci beaucoup pour tous ces détails et ces retours d'expérience. J'avais une question concernant une fois qu'il y a potentiellement un dépôt de brevet qui est fait avec la SAT, par exemple, la négociation de la licence avec l'entreprise, elle se fait sur quels critères? Comment ça se négocie? Est-ce que c'est facile? Et est-ce que ça se fait par exemple sur plusieurs années? Est-ce qu'on revoit un peu ce contrat-là au cours de la vie de la start-up? Je ne sais pas qui va oser répondre, Axel. Même si c'est plutôt une question pour des business développeurs, je pense. Mais... Je vais faire une réponse partielle, je pense. En fait, une fois que le brevet est déposé, c'est l'actif que la start-up va devoir avoir en licence. Donc, une fois que l'actif est déposé, que la start-up est créée, il va y avoir toute une équipe qui va être mise en place, qui va représenter les intérêts donc, des titulaires des brevets, donc la plupart du temps sur les universités. Donc, à l'achat, il y aura un business développeur, un juriste notamment. Et donc, la négociation va se faire au tout début et va mettre en place des critères financiers basés sur les perspectives d'évolution de la start-up. Voilà, mais ça se fait dès le départ. Ensuite, il est toujours possible de renégocier les termes d'une licence au fur et à mesure de l'évolution de la start-up quand il y a des jalons qui passent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'était très clair. Merci beaucoup. Voilà, je pense que là, on va vraiment s'arrêter là, parce que sinon, je pense qu'on a prolongé un petit peu, mais on n'est pas en retard sur le timing. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.